De retour. C'est un petit. Il va se mettre à jour. Je le vois pas encore sur mon banc, fait qu'il y a comme un petit délai. Un peu plus dedans. Ça, live en bas. C'est quoi, live? Connecté. Pas déconnecté, pourtant. C'est ça le problème. OK. C'est une question de. Ma suppression de son, de bruit qui est activée. Mais. On va diminuer la suppression. On va aller juste modifier les filtres de BS. On va le mettre à 25%, ça devrait être correct ça. Bon, là il est à 25%. À 25%, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que. Ah, ça sonne un petit peu plus cacane, mais sinon, là j'essaie mon clavier pour voir si on va l'envoyer peut-être 50%. Hein? Bon, là je l'ai mis à 50%. OK, bon, là il est à 50%. Le son devrait être popé. J'essaie mon clavier, voir si ça clavier mécanique. Hein? Bon. Ouais, c'est pas super comme ça. OK, donc on va commencer. Il est 19h pile, alors c'est excellent. La musique que vous entendez en arrière, c'est Alan Walker, une musique NCS, donc No Copyright Sound, une musique qu'on a le droit d'utiliser dans les streams. Donc ce soir, on va voir programmation 101. Je vais voir ça dans le stream à quelque part. Oui, en bas. Voilà, ça a fonctionné. Donc, programmation 101, on va voir diverses notions de programmation 101. Bon, ici, vous avez vu ma petite fenêtre passer assez vite. Donc, en gros, on va voir les variables. C'est quoi une variable? On va voir aussi les types de variables principales. Hein? Le byte, le int, long, le uint, ulong, le double ou le float, les strings, etc. On va voir aussi les différences entre les variables pour la programmation puis les variables pour les bases de données. Ça, je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de préparer la matière, mais on va regarder ensemble sur Internet, puis je vais vous montrer comment. Puis vous allez voir, c'est des petites notions là, de base là, assez intéressantes. Ensuite, on va débuter en programmation, c'est-à-dire qu'on va mettre des données dans une variable, et puis on va voir les boucles for et les boucles while. Ensuite, on va voir les conditions. If, else, switch, case, default. Donc, on va faire un petit projet. Qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais juste partir mon Discord parce que j'ai dit que je serais aussi sur Discord. Puis je redémarre tantôt parce que Discord a planté, je pense. Parce que Discord, la nouvelle mise à jour, là, je suis pas impressionné. Bon. Donc, le lien live.
OK. Donc, on va commencer par partir Visual Studio. Je vais juste envoyer ma fenêtre de Twitch à gauche. Là, mes 3 écrans sont pleines comme c'est là. Fait que, on va essayer d'y aller comme ça. OK, donc, on démarre Visual Studio. Et puis, Visual Studio, dans le fond, on l'a installé au dernier cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer un projet. Et puis là, ben, on va choisir application Windows Form. En haut, là, dans la barre de recherche, ici, tapez juste soit desktop, si vous êtes en anglais. Sinon, Windows, application Windows Form. Puis on choisit la version, une application .NET, hein, qui se trouve être le nouveau FrameNet Core. Dans la classe, je pense qu'on va utiliser surtout le .NET Framework au lieu du Core, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Disons que le .Core est plus d'actualité pour ce qui est de les nouvelles nomenclatures, les nouvelles syntaxes de code qui sont améliorées. Vraiment améliorées. Là, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans le Core qui n'étaient pas dans l'ancienne mouture de Visual Studio, l'ancien langage de programmation. Donc, on va l'appeler programmation 101. Et puis, ah oui, tantôt, j'ai reseté tous mes paramètres tantôt. Ça, j'avais oublié. Ouais, j'ai eu un bug avec Visual Studio, il fallait que je reset tous mes paramètres. Et donc, par conséquent, il a tout perdu, pas mal tout finalement. Donc, on va juste faire ça. Donc, ici, on va choisir .8, prise en charge à long terme. En anglais, c'est LTS, Long Term Support. Donc, Microsoft, c'est la même chose qu'Intel. Ils font tout le temps une version qui chevauche l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont faire une version, comme la version 6, c'était une LTS, une prise en charge à long terme, Long Term Support. La version suivante, la version 7, était pas de prise en charge à long terme. Puis ensuite, la version suivante, là, on chevauche de nouveau, prise en charge à long terme. Donc, on est rendu à la version 8. Qu'est-ce que change si vous programmez? Si vous programmez, ce que ça change, c'est que dans le futur, si vous faites une application en .7, oui, vous allez bénéficier de certaines fonctionnalités qui pourraient ne plus être dans le langage de programmation dans la version 8. Ce que ça veut dire, c'est que Microsoft invente des trucs, puis ils le mettent dans leur langage de programmation en test. Ça, c'est la version sans support à long terme. Ensuite de ça, au bout de la durée de vie du langage, habituellement 1 an, ils vont décider ce qui reste dans le langage, puis qu'est-ce qui n'a pas été bien utilisé ou qui est à risque de ne pas être bien utilisé, et puis ils vont l'enlever. Puis là, ça va être la version Long Term Support qui se trouve être une version plus stable avec un langage qui risque d'évoluer à long terme et de garder ses fonctionnalités. Alors que la version 7, par exemple, il y avait des fonctionnalités dans la version 7 qui ont enlevé puis qui ne s'est pas retrouvé dans la version 8. Donc, nous, on va avec en mode production, là, on va souvent préférer les versions Long Term Support pour des raisons évidentes, là. Donc, je crée mon petit logiciel. Tu sais, je vais aller juste modifier l'emplacement d'un fichier sur le disque dur. Et puis, je vais aller ici. Bon. Et là, on va aller dans mes options. On va juste aller changer dans les documents. C'est pas les documents, c'est projet de solution, emplacement. Ici, on va modifier cela pour le futur. Ça, c'est où est-ce que vous voulez que toutes vos solutions s'en aillent. Moi, je veux qu'ils s'en aillent toutes là, mes solutions. Alors, c'est comme ça. L'autre chose que vous pouvez faire, quand vous êtes connecté, vous allez pouvoir vous connecter soit à GitHub ici, ou ici, vous pouvez vous connecter à votre compte Microsoft. Voyons encore changer ça de place. Vous voyez, je suis connecté ici avec PC. Donc, voilà.
Donc, ça vous permet de conserver vos paramètres d'un ordinateur à l'autre, de synchroniser vos paramètres. Voilà, je vais juste faire une petite modification à cette fenêtre-là. On va aller dans les propriétés ici en bas. Si les propriétés n'apparaissent pas ici à droite, en bas, attendez un instant, je vais juste partir mon curseur de souris que j'ai oublié de partir. Mon petit curseur de souris que je cherche toujours. Voilà, il est ici. Voilà. Alors, si les fenêtres de propriété ne sont pas là, ici, cliquez sur votre objet, faites propriété, puis là, la fenêtre de propriété devrait apparaître. Donc, ici, on va changer deux propriétés qu'on ne servira pas tout de suite, là, mais juste plus tard. On s'appelle de Maximize Box, qu'on va mettre à False. Normalement, double cliquant dessus, ça marche pas. Voilà. Puis, en bas, dans la Start Position, on va le mettre à Center Screen. Je ne sais pas pourquoi c'est pas par défaut, mais voilà. C'est fait. Alors, récapitulation de ce qu'on va faire ce soir. Si vous voulez me parler, là, il y a le Discord. Il y a je vais juste m'assurer que je suis bel et bien dans le channel vocal. Voilà, c'est le cas. Je suis dans le channel vocal. Et puis, il y a le chat. Le chat, il faut que je vous voie, par exemple. Fait que, faites du bruit. Tapez quelque chose. Je devrais vous voir. OK. Donc, une petite fonctionnalité, la touche F7, si vous êtes sur PC, si vous êtes sur Mac, par exemple, il faut trouver les raccourcis, je ne les connais pas tous sur Mac. Sur PC, donc, on clique sur la forme ici, puis on clique sur F7. Ça nous amène dans la fenêtre de code qu'on va servir tout à l'heure. Donc, la première chose que je vous ai dit qu'on regarderait ensemble, c'est quoi une variable? Mais en fait, une variable, comparez ça à un tiroir dans lequel on met des objets. Alors, si vous avez par exemple une boîte à outils, vous avez peut-être un tiroir dans lequel que vous serrez vos ratchets, vos clés à molette et toutes sortes de choses. Peut-être vous avez un tiroir différent dans lequel vous allez peut-être mettre d'autres sortes d'outils différents, comme par exemple un marteau, une pince, un tournevis. Alors ça, c'est des choses qu'on utilise soit pour en mécanique automobile. Alors, donc, il y a des différentes sortes de tiroirs. Mais c'est la même chose en programmation. Ici, regardez, ce que je fais, c'est que je vais initialiser plusieurs sortes de tiroirs. Je vais les initialiser dans ma classe. On va utiliser le mot private. On va voir, on verra pas tout de suite les différences, mais on va donner les classes. Donc, les classes INT, je vais l'appeler INT ID. Ensuite, il y a la classe, le type. Il y a byte que j'aurais pu mettre avant. Byte est plus petit. J'utilise la notation hongarienne. C'est une notation que Microsoft encourageait dans le passé. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il ne l'encourage plus. Pourtant, moi, je trouve que la notation hongarienne, c'est quelque chose qui est très utile quand tu relis le code, surtout après plusieurs mois. On travaille sur un code, on pense qu'on met suffisamment de notes, puis finalement, plusieurs mois après, on doit changer le code, puis on se rend compte qu'on ne se souvient plus de ce que notre code faisait. En utilisant la notation hongarienne, c'est-à-dire de précéder notre variable, ici j'ai une variable ID, je la précède de 3 lettres pour définir le type. Parce que si je vois par exemple byte, puis je vois juste ID, ça ne me dit pas quel type de variable que c'est, puis ça, on a besoin dans le futur pour savoir les limites de cette variable-là. Alors moi, j'utilise la notation hongarienne. Mais ça, c'est une question vraiment personnelle. Donc, on a vu, je vais juste transférer mon écran de bord. Vous avez vu quelque chose passer vite, hein? C'est mon écran. Donc, on a vu le byte, le INT. On va juste les définir pour commencer, puis après ça, on va aller regarder qu'est-ce qu'ils font ces variables-là. Donc, on a ensuite le long.
Là, jusqu'à date, c'est toutes des variables de type numérique. En passant, en programmation, la casse des variables est importante. Ça veut dire si j'écris ça comme ça, ben on parle de deux variables différentes. Ils ont le même nom, mais il y en a une qui a des majuscules, puis l'autre est en minuscule. Ben c'est vraiment deux variables différentes. Alors faites attention parce que si vous utilisez tantôt l'un, tantôt l'autre, ben votre programme ne fonctionnera pas bien. Alors, il faut s'assurer qu'on utilise la même casse, on appelle ça la casse des lettres, toute la même pour nos variables. Moi, j'ai une convention, dans ma notation hongarienne, je mets tout le temps 3 lettres minuscules, suivies de une lettre majuscule. Ça, on appelle ça la notation Pascal. Donc, on commence en minuscule, puis on finit on recommence chaque mot avec une lettre majuscule. Si on utilisait la notation camel, chameau, ben ça serait un peu comme la notation Pascal, mais on commencerait par une lettre majuscule. L'autre mot, on recommence avec une lettre majuscule. Ça, c'est la notation chameau, camel. Sinon, ben, la notation Pascal, on commence toujours en minuscule, puis chaque première lettre de mot est en majuscule. Bon. Là, on a le byte, le int, le long, on va les définir tantôt. Il y a le uint que je veux vous parler. Ensuite, le ulong. Ensuite, le double. Ensuite, il y a le float, mais c'est la même chose, le float. Il va-tu l'avoir? Ouais, là. On va le regarder, là. Puis, le string. On n'oubliera pas le string, hein. Voilà. Alors, c'est quoi toutes ces variables-là? Chaque boîte, en fait, peut contenir différents outils. D'accord? Alors, moi, je vais partir un browser, Edge. On va aller sur Google. On va taper. Voilà. Donc ici, on a... oui, ça, c'est un nouvel type de variable que je ne connaissais pas utilisé souvent. Voilà. Donc ici, on a différents types de variables. La première, c'est le S-byte. Nous, on utilisait le byte. Bon, le byte, en fait, c'est de 0 à 255. Il n'est pas ici. Le S-byte, je ne savais même pas que ça existait. Je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais utiliser le byte, mais bon, disons que c'est un byte avec le S-byte, c'est un byte, mais avec des chiffres négatifs aussi. Donc, on a splitté en deux. Le byte, c'est de 0 à 255. On ne peut pas mettre de négatif dedans. Ça peut servir à toutes sortes de choses, comme par exemple la valeur d'une couleur. La valeur d'une couleur, on va juste tourner dans notre programme. Je vais mettre un commentaire. On commence comme ça, un commentaire. Donc, si vous avez sûrement déjà entendu parler de la nomenclature RGB, qui veut dire rouge, vert et bleu. Red, green, blue. Puis en fonction, en RGB, on va avoir une valeur qui ressemble à ça comme ça. Par exemple, 50,200. Ça représente une couleur. RGB. Si vous allez dans Paint, par exemple. Paint. Je vais définir une couleur. Mettons cette couleur-là ici. Je vais dire que je la veux 0. On a dit 0, on a dit 50, puis on a dit 250. Voilà, ça c'est la couleur RGB, rouge, vert, bleu, 0, 50, 250. Ça donne cette couleur-là ici. Ouais. Alors, ça serait la couleur que j'aurais si je voudrais définir une couleur RGB ici. J'avais mis 200 ici, mais mettons 250, ça donne la couleur que je viens de vous montrer.
Bon. Alors, ici, hein, on pourrait dire, par exemple, byte, red, green, puis blue, RGB, puis là, ben, on dirait 0, 50, puis ici, on a mis 250. Puis ça, ben, ça nous donnerait, on pourrait utiliser ça dans notre valeur RGB. Mais dans le fond, on dirait quelque chose comme, je sais pas ça, là, je fais juste vous montrer un exemple, on pourrait dire quelque chose comme ça, comme ça. Vous voyez le genre? Pourquoi on peut utiliser le type byte? Parce que le byte, là, la définition du byte, c'est ça la définition d'un byte. 0 à 255. Puis dans une formule RGB, c'est pas une coïncidence, là, mais c'est aussi chaque composant, le rouge, le vert et le bleu, peut aussi être de 0 à 255. Là, tantôt, on va parler un petit peu de la notation hexadécimale. Si vous voyez la même couleur en HTML, mais on n'utilisera pas 0, 50, 255. On va utiliser la notation hexadécimale, qui est une base 16. On va y revenir là-dessus. Là, je dis bien des mots que vous ne comprendrez pas. Là. Faites juste aller avec le flow, puis vous allez voir, vous allez comprendre bien des choses un petit peu plus tard. C'est normal que vous ne compreniez pas tout. Par contre, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Vous allez dans le chat, puis vous me posez la question. Je vais regarder le chat de temps en temps, puis je vais essayer de répondre aux questions. Donc, en notation hexadécimale, on aurait quelque chose comme 0. Le 50, il faudrait que je le détermine. Là. 50 en hexadécimal, ça donne F. Ouais, on va oublier la notation hexadécimale parce que par cœur, c'est du calcul dans ma tête que je ne ferai pas. Mais ça donnerait quelque chose comme 0, 0, quelque chose comme B, C, D, quelque chose, mettons 3. Je suis sûr que c'est pas ça, là. Mettons D4. Puis F, A, mettons. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça là. Je vous le dis tout de suite, le calcul est bien vite fait, c'est pas ça. Mais ça ressemblerait à quelque chose comme ça. En hexadécimal. Donc, le byte peut contenir des valeurs entre 0 et 255. Là, on a vu sur le site web quelque chose que je n'avais jamais vu. Le S-byte serait de moins 128 à 127. Fait qu'on aurait le S-byte de... Je vais juste l'essayer pour le fun, parce que je ne connais pas ça, le S-byte. Mais oui, ça existe. OK. On le mettrait ici, genre, dans la liste. Donc, le S-byte serait de moins 128 à 127. Le byte serait de 0 à 255. En passant, si vous regardez le S-byte, la quantité de nombres possibles de moins 128 à 127, bien, ça va donner exactement 256. Et puis la même chose ici pour le byte, vous avez de 0 à 255, ça donne exactement 256 valeurs possibles. Il faut compter le 0 là. Donc c'est pas un hasard, là. C'est la manière que la mémoire fonctionne. Donc un byte, c'est 8 bits. En binaire, là, on va en parler dans le cours, le binaire. On parle de 8 bits comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En binaire, on peut avoir des 0 et des 1 uniquement. Nous, on est en base 10. Donc, le binaire, là, on est en base 2. Base 2, c'est égal à quoi? 0, 1. On a deux chiffres possibles. Ensuite, base 10, on a quoi? On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça donne combien? Bien, ça donne 10 caractères possibles, donc une base 10. En base 16,
Là, on est en hexadécimal, on a parlé un petit peu tantôt. Bien, on aurait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite A, B, C, D, E, F. Ça donne combien? Ça donne 16. Donc, on a 16 caractères possibles, la base 16. Donc, pourquoi je dis ça? Bien, parce que une byte, c'est 8 bits. Donc, si je prends 8 bits, on va le voir en binaire dans le cours, mais la valeur maximum que je pourrais avoir, 8 bits, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis ça donne quoi? Ben, ça donne exactement 255. On va le voir dans notre cours pourquoi. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les variables. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors, on a dit qu'un S-byte, on peut mettre des chiffres représentant entre moins 128 et 127. Le byte entre 0 et 255. Maintenant, évidemment, c'est des variables, c'est des petits tiroirs, ça. Fait que si on veut vraiment aller mettre des tiroirs, des données un petit peu plus substantielles, hein? Par exemple, je ne sais pas moi, le nombre d'argent que vous avez dans votre compte de banque. Bien là, un byte ne sera pas suffisant. Là. Vous pourriez avoir 0 à 255 $ dans votre compte, et puis vous ne pourriez pas avoir de scène. Parce que le byte, là, c'est un chiffre entier, donc 0 à 255. Alors, ça nous prend d'autres types de variables. On a le INT. Le INT, là, ici, on l'a ici. Bon, il y a le short. Le short, je n'ai pas vraiment parlé parce qu'on n'utilise plus vraiment ça aujourd'hui. Avant, on l'utilisait pour des raisons de mémoire, de vitesse. À cette heure, avec nos ordinateurs, on est rendu en 64 bits. Puis, que tu l'utilises ou tu l'utilises pas, là, tu utilises quand même 64 bits de mémoire quand tu utilises une variable. Donc, par conséquent, ton short, il donne aucun avantage. Donc, mais le short pouvait contenir de moins 32 768 à 32 767. Ça donne combien, ça, de valeurs possibles? Si je ne me trompe pas, c'est 65 536. Puis comment je le sais? Ben, parce qu'en fait, toujours au niveau de la mémoire, on parle de 16 bits. 16 bits, on a ça, un nombre de valeurs possibles. Puis si je ne me trompe pas, c'est 65 536. Je vais le vérifier. On va le vérifier tout de suite, hein. On va partir à un autre Visual Studio, là. Parce que je me suis fait un petit projet ici. Je vais l'essayer ici. Si je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, ici, j'étais pas loin, hein? 65 535. C'est ça que ça donne. Avec le petit convertisseur que j'ai fait. Ce que vous me voyez programmer hier, c'était ça que je faisais. Donc, c'est un petit convertisseur qui convertit de toutes les bases. Donc, la même valeur, en base 8, ça serait ça. En base 10, ça serait ça. En base 10, ça c'est notre base à nous autres. En base 16, ça serait FF. Puis en base 32, ben là, on verra pas ces deux bases-là parce que c'est pas des bases officielles. Ça, c'est des bases que moi j'ai inventées. Donc, en programmation, on va utiliser la 2. La 8, on ne l'utilise plus. C'est plus nécessaire aujourd'hui. Comme je vous dis, c'était une question de mémoire, de rapidité avant. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Aujourd'hui, on va utiliser encore parfois, pour certaines fonctions très utiles, on va utiliser la base 2. On va utiliser la base 10, évidemment. Et on va utiliser la base 16. Bon, je mets ça là, je mets ça de côté. Donc, on retourne à notre petite page. Donc, le short, oubliez ça, on ne l'utilisera pas. Maintenant, le INT. Le INT, ça, c'est les valeurs possibles du INT. Le INT, c'est une valeur 32 bits. Là, on commençait à parler franc. Mais à l'époque, on utilisait encore là, on essayait, quand on programmait, on essayait d'utiliser le short et le byte.
parce que INT prenait beaucoup de mémoire. Parce qu'à l'époque, on avait des ordinateurs 8 bits. Donc, pour faire un INT, il fallait utiliser 4 emplacements de mémoire. Alors qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs 64 bits. Alors, même si je prends un byte, je prends pareil 64 bits. Si je prends un long, je prends 64 bits. Alors, il n'y a plus de différence au niveau de la vitesse du CPU, des cycles. Ce qui était pas exactement le cas avant. Bon. Donc, si je prends le INT, ça, c'est les valeurs qu'on peut mettre. Il y a des espaces, là. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'espace, là. C'est un grand nombre, là. 2 milliards. 1000, 1000, 100, 1000, 1 million, c'est ça, 2 milliards. Puis là, c'est là qu'on va valider la petite différence entre le INT puis le UINT. En fait, c'est bien facile. Le UINT, c'est la même chose que l'INT, sauf qu'on prend toutes les valeurs possibles, donc on exclut les négatifs. Donc, le nombre de positions possibles dans le UINT, on l'a-tu ici? Non, on l'a pas ici. Donc, regardez ici. Donc, le UINT, je vais juste remettre le chat en cas que quelqu'un arrive. Voilà. Donc, le UINT ici, valeur de 0 à 4 294 000. C'est ça que ça donne. Ah, mais on n'a pas de négatif. On ne peut pas mettre de négatif dans un UNT. Fait qu'on ne pourrait pas utiliser un UNT, par exemple, pour représenter de l'argent, parce que si vous êtes à découvert dans votre compte, ben là, on ne pourrait pas le marquer. Fait que la banque, elle ne vous chargerait pas quand vous êtes à découvert, elle pourrait juste marquer 0. Ce serait pratique, par exemple. On devrait convaincre les banques de switcher au format UINT. Ensuite, on a le long. On a le long, puis le U long. Bon. Le long puis le U long, là, c'est un peu la même chose que le INT et le UNT. La seule différence, c'est que les valeurs sont plus grandes. C'est à peu près juste ça la différence. Donc, le long. Là, on s'entend qu'on commence à prendre plus de mémoire. Là, on est rendu à 64 bits. C'est pas grave aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tantôt, on n'a pas de perte de vitesse. Puis, vous en doutez, on va être dans le 18, je sais pas, c'est des quadramillions, des quadramilliards, je sais pas trop, là. Le U long, hein, on va être pas mal plus haut que ça, là. Ah bon, on l'avait ici, U long, on est dans le 18, je sais pas quoi. Pourquoi je savais que c'était 18? Ben, parce que le long est à moins 9 quelque chose, donc à plus 9 quelque chose. Oups, ici, il y a une erreur. Il n'y a pas de... Y a-t-il une erreur sur le site? Non. J'ai fait un copier-coller pourtant. Étrange. Donc, 9, de moins 9 à plus 9, ben, ça donne 18. Donc, on a de 0 à 18. Le U long, ben, pas de négatif. Hein? OK. On a le double maintenant, puis le float. Là, on va tomber dans la notation exponentielle parce que ça donne des chiffres tellement gros que finalement, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la journée que vous avez besoin d'utiliser des fractions, comme par exemple 5,35 $, le point 35, c'est là qu'on va devoir utiliser une notation qui permet les fractions. Parce que toutes les valeurs qu'on a vues, c'est des valeurs entières. Le S-byte, le byte, le INT, le UINT, le long, le U long, c'est toutes des valeurs entières. Là, on commence avec le double. On commence avec des valeurs non entières. Le double. Le double. Le double.
Ok, c'est ça. Toujours virgule flottante. J'avais raison. Je me suis pas trompé. J'avais eu un doute la manière que la nomenclature était faite, mais bon. Donc, le double. J'ai la pub, moi. Ouf. J'ai pas regardé. C'était quoi le code barre, là? J'ai regardé dans le stream. C'est quoi? Continuez à naviguer. OK. Je voulais juste certain, c'est peut-être pas quelque chose qui est apparu dans le stream qui serait confidentiel sur mon identité ou quelque chose. Hein. Mais surtout pour mes mots de passe, je parle. Là. Bon, fait qu'on a le double qui est ça. Le double. Ah, tu vois, ça c'est le float. Bon, le double et le float, ben, c'est la même chose, c'est des virgules flottantes, sauf que le double est pas mal plus gros que le float. C'est ça qu'il faut retenir. Évidemment, si vous faites une application financière, vous pourriez utiliser le float ou le double, mais le double est tellement plus gros que le float que ça m'étonnerait que quelqu'un ait cet argent-là dans son portefeuille. Là. Par contre, le double va être très utile. En passant, le double et le float, c'est beaucoup plus lent que à faire des calculs là-dessus qu'avec des entiers. Par contre, le double va être très utile en programmation de jeux vidéo parce qu'entre autres, on peut calculer des vecteurs avec une plus grande précision. Bon, ça, on va le voir dans la classe. Il y a un type que je n'ai pas parlé qui est très pratique. C'est le boole ou le booléen. Booléen, c'est vrai ou faux. Ça ne peut pas être d'autre chose. Puis par défaut, c'est faux. Par défaut, c'est faux. Puis, si on peut mettre la valeur vraie dedans. En fait, c'est si vous comprenez les bits qu'on a parlé tantôt, ben, le boole, c'est une bit. C'est 0. Ou ça peut être 1. On a une bit. Puis, tantôt, dans le byte, on avait 8 bits. Puis ensuite, on a augmenté. Hein, le short, il y a 16 bits. Le INT, il y a 32 bits. Hein? Bon, puis là, avec le long, on tombe à 64 bits. Mais le booléen, il y a une bit. C'est 0, c'est 1. En passant en informatique, une bit, c'est quand que le courant électrique passe. Quand il passe pas, c'est 0. Quand il passe, c'est 1. Facile à retenir, hein? Voilà. Fait que ça, c'est le boole. Très pratique, le booléen. Ensuite, on a la string. La string aussi, très pratique. J'ai-tu fait le tour, là? Float, string. Ouais, c'est ça. Donc, le string. Le string, ben ça, c'est une chaîne de caractères qu'on va mettre entre guillemets. Donc, on peut mettre bonjour. Bonjour. Voilà. C'est ça qu'on peut faire. Maintenant, dans ma forme, je vais faire apparaître la boîte à outils à gauche. Si elle n'est pas là, votre boîte à outils, vous allez dans Affichage, vous faites apparaître boîte à outils. Vous pouvez appuyer sur CTRL-W aussi, c'est la même chose. Donc, on va faire apparaître un bouton. Plonks. On va baisser un petit peu ça parce que c'est pas mal trop gros. J'ai un gros bouton ici. Voilà. Et on va double-cliquer sur le bouton. Ça va faire quelque chose qu'on ne veut pas éventuellement, mais pour l'instant, c'est la version la plus simple pour le faire. Donc, ça m'a créé une fonction qu'on appelle bouton.clic. Donc, il va se passer quelque chose, hein, le langage de programmation événementiel. Donc, c'est un événement clic. Donc, il va se passer ça quand je vais appuyer sur le bouton. Maintenant, dans notre bouton, on va faire des tests. Je vais juste me référer à mon texte pour savoir si on parle toujours de la bonne chose. Je vous ai parlé, c'était quoi des variables? Hein? Ben, les variables, c'est des tiroirs dans lesquels on peut mettre des informations. Ensuite, les types de variables, on les a vus. En gros, il y en a d'autres. Hein? Il y a d'autres classes. En passant, une variable, on appelle ça une classe. Regardez ici. Je vais vous montrer un petit quelque chose. On peut déclarer une variable comme ça. Puis la même chose, on peut la déclarer comme ça. Alors là, j'ai changé son nom. Là. Voilà. J'ai oublié mon virgule ici. Voilà. Alors, ça, c'est exactement la même chose.
pourquoi il y a deux manières de dire INT? OK. En fait, c'est que INT, c'est le format original en informatique, en C++, etc., dans d'autres langages. Et puis en C#, en programmation avec le framework, on a déclaré des classes INT32. La INT32 est dérivée de la fonction INT, mais elle a donc d'autres fonctions intégrées. Donc, si je ferais par exemple ici, puis je ferais point, mais là, j'aurais des fonctions ici. Si je fais la même chose avec mon INT32.2, vous allez voir que j'ai beaucoup plus de fonctions. Je peux faire d'autres choses. Pour la simple et bonne raison que... en fait, non, je vous mens. OK, on va le voir en classe pourquoi, là. Je me suis vraiment fourvoyé là-dessus. Mais le INT32, là, il est dérivé du NT. En gros, ça revient pas mal au même, utiliser une pour l'autre, parce que... comment je dirais ça? C'est que dans le langage, au niveau de la compilation, en bout de ligne, ça va revenir au même. Sauf que on peut écrire d'une manière ou d'une autre. Voyez-les comme une forme de syntaxe du langage. Le professeur va sûrement vous expliquer un petit peu plus la différence, mais il y a vraiment... la différence entre les deux, c'est vraiment minime. C'est la même chose pour toutes les variables. Puis il y a des variables qu'on ne peut pas représenter d'une certaine manière, qu'on est obligé d'utiliser l'autre. Mais par exemple, si j'utilise le byte, vous voyez, il est en bleu. Puis mais je pourrais l'utiliser en vert aussi avec le langage. Ensuite, sbyte sera en bleu. Puis est-ce que j'aurais sbyte? Ouais, j'aurais sbyte. Voilà. Ensuite, on a parlé de INT, UNT. Fait qu'on aurait... Ah, INT, je l'ai fait. On va les mettre dans l'ordre. Ensuite, j'aurais le UINT. UINT 32. Ensuite, j'aurais le long. Puis là, c'est là que je ne sais pas si je l'ai. J'ai pas l'avoir le long. Il doit y avoir une manière d'écrire le long, je suis pas mal sûr. Mais là, c'est ça. Je ne sais pas, le long. Le long, avant, on appelait ça comment? Je m'en souviens plus. Mais il y a une manière, il y a sûrement une manière de représenter le long. Ça serait... Ah, le long serait peut-être un INT64? Ah oui, ça aurait d'allure, ça. Le long, c'est un INT64. C'est un 64 bits, on l'a vu tantôt, le long. Ensuite, on a parlé du U long. Puis UNT64. On l'a. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Là, on était dans le double dans le float. Le float en point, par exemple. Excusez-moi. Donc, on avait le float. Le float. Le float, il s'appelait comment? C'est une bonne question. Le float, je m'en souviens plus comment il s'appelle. Si j'essaie de convertir ça. Non. Le float, comment on appelait ça, le float intégral? Single, je pense que ça s'appelait single. Single, hey, ça c'est vieux dans ma tête par exemple. Ensuite, on avait le double. Puis là, le double par exemple. On n'utilise presque jamais ça, le double.
Double, c'est double. Ouais, double, c'est double. Voilà. Donc ça, là, par groupe de 2, là, c'est toute la même chose. Donc le S-byte, puis le S-byte décrit de cette façon-là, c'est la même chose. Au fond, si vous aimez le bleu, écrivez-le en bleu, puis si vous aimez le vert, écrivez-le en vert. Je vous avouerai que les noms en vert sont plus faciles à retenir. Single, hein, pour simple, puis double pour double, donc il est plus grand. Ensuite, on a eu INT 32 puis INT 64. Donc en vert, c'est plus facile à retenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dans le... On avait le booléen. Puis, il s'écrit au long. Booléen. Puis, il nous en reste ça, le string. Puis, le string. Voilà, ben on a fait le tour. Donc ça, c'est toutes nos variables possibles. Bon, ici, on va mettre de quoi comme hello, bonjour. OK. Donc, ça, c'est toutes nos variables possibles. Maintenant, il faut parler d'une petite particularité. Quand on va programmer des jeux à un moment donné, on va utiliser une base de données, hein, parce qu'une base de données, ça sert à enregistrer vos résultats. Hein. Votre usager qui fait un score, qui bat tous les records dans le jeu, ben, quand il revient demain, il va être capable que l'ordinateur se soit souvenu qu'il a brisé le record. Donc ça, cette information-là, il faut la storer quelque part. On la store dans une base de données. Je ne ferai pas le tour des bases de données, ce que c'est, ce que ça fait, puis tout ça aujourd'hui. Par contre, on va aller voir la différence dans les types de données ici avec les bases de données. Donc, il y a plusieurs types de bases de données. Nous, on va probablement fonctionner avec celle de Microsoft qui est le SQL, donc le MS. Je vais vous l'écrire dans ça. On va appeler ça base de données ou database. Donc, il y en a plusieurs. Une qui est très populaire, c'est le MySQL. Le MySQL, c'est sur du Linux. On peut utiliser ça sur Microsoft aussi. La différence, MySQL est pas mal gratuit. Ça coûte pas grand-chose d'utiliser du MySQL. Alors que si on veut utiliser la base de données Microsoft, on va utiliser du MS-SQL, qui est Microsoft SQL. Puis ça, ça coûte cher. Avoir un serveur MS SQL, on parle d'au moins, au minimum, 1000 $ par année, le serveur. Évidemment, si vous le louez, par exemple, vous louez un serveur avec Microsoft SQL, vous allez peut-être payer quelque chose comme 10 $ par mois, ce qui n'est pas tellement cher, parce que ça, c'est réparti avec tous les usagers. Alors que sur Linux, la même chose sur Linux. Je vais marquer à peu près. Puis louer. À peu près. Je dirais 13 $ par mois. Sur Linux, 0 $. Puis louer. On parle d'à peu près 2 $ par mois. Oh, c'est pas les mêmes choses. C'est pas la même chose. Et les deux sont équivalents. Performance, je dirais que Microsoft, ils l'ont un petit peu plus. Mais sinon, au niveau de la puissance, de la force, c'est pas la même chose. Au niveau de la performance, Microsoft, ils sont un petit peu en avant, je dirais. MySQL est beaucoup utilisé dans le PHP.
Hein, c'est un langage de programmation pour Linux, alors que Microsoft avait inventé, lui, le ASP. Mais sinon, on peut utiliser indépendamment là, un ou l'autre. Moi, j'ai jamais utilisé MySQL. J'ai tenté une fois, mais je suis tellement ancré dans mes habitudes puis faire du MSSQL que j'ai pas trouvé, j'ai pas réussi à faire fonctionner mes choses comme il faut avec MySQL. Alors, je suis resté avec MSSQL pour ces raisons-là. Maintenant, dans ces deux langages SQL-là, ces variables-là, ils n'existent pas réellement. Il y a des choses d'équivalent, puis on va aller les voir. Les noms sont différents. Bon, là, je demande... une réponse. Voilà, j'ai un beau tableau ici. On va le copier, le tableau. Donc, on a le type binary qui est l'équivalent de byte. Puis on a var binary qui ressemble plus à ce que nous on a. Ensuite, bon, image, oubliez ça, là, s'il n'y a pas d'équivalent dans une variable là, en C#. Ah, le char, on ne l'a pas vu. Le char est intéressant. Je ne l'ai pas mis ici. OK. On va le mettre juste avant le string. String. On a le char. Bon, le char. Le char, ça se trouve à être la même chose qu'un string, sauf qu'il peut contenir juste un caractère. Puis au lieu d'utiliser des doubles guillemets, on va utiliser un guillemet. Là, vous vous demandez c'est quoi le \0? C'est une nomenclature qu'on va voir un petit peu plus tard. En fait, ça, c'est l'équivalent d'un caractère nul. C'est un peu la même chose que si j'avais mis ça. Mais ça ne sera pas accepté dans le cas d'un caractère. Dans le cas d'une chaîne de caractères, je pourrais mettre, si je voudrais, ça comme ça. Ça serait valide. Ça serait presque la même chose que ça. Donc, chaîne.empty, chaîne vide. Donc, chaîne vide, ça serait pas mal la même chose que ça ici. Voilà. Mais dans le cas d'un caractère simple, hein, puis je peux pas en mettre plusieurs, là. Je peux pas dire ça comme ça, là. Vous voyez, il est en erreur, là. Un caractère, c'est un caractère. Donc, si je mettrais, par exemple, 8, ben 8, c'est... Ah, il ne prend pas. Il prend pas. Ah oui. Je n'utilise pas souvent les caractères. T, c'est l'équivalent de 8, là. T, ça se trouve être une tabulation. Non, tabulation, c'est 9. Et anyway, c'est ça. Donc, on peut mettre des caractères. Mais je pourrais aussi mettre quelque chose comme... ça. Je pourrais mettre T. J'ai un caractère. Puis ça, évidemment, c'est pas la même chose que... pas la même chose que ça, là. Il y en a un qui est en majuscule, l'autre, c'est deux caractères différents. Si j'essaie de les comparer, ils ne compareront pas. Il va dire non, c'est différent. C'est pas mal ça. Retournons à nos moutons. Différence entre SQL et les types de données. Donc, les types de données ici, là, sont ici, là, ceux qu'on a ici. Ça, c'est la liste qu'on est en train de faire, mais on ne les verra pas toutes, là. Donc, on a vu le byte, on a vu le char, le string. Ça ici, quand il y a deux brackets comme ça, là, après, là, ben, ça veut dire un tableau. On va les voir plus tard, les tableaux, là. Inquiétez-vous pas avec ça. Mais dans le fond, c'est que je pourrais dire, par exemple, je prends une chaîne. Je pourrais dire tableau de chaîne 3. Puis là, je pourrais dire
ça devrait marcher. Oups. Ah. Ouais, hein. Et puis on a une chaîne. Je vous avouerai que ça fait longtemps que j'ai pas initialisé une chaîne. Ah! Non. Qu'est-ce que j'ai pas oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi il me le met en rouge? Variable est une fonction déjà définie. Ah, je l'ai mis plus haut en haut. Ouais, on va la retrouver. 1, 2, 3, ici. Ah ouais, ben oui. Ça marche pas, là. Vous voyez, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tantôt. On ne peut pas utiliser 2 fois le même nom de variable. À tout le moins, je pourrais l'utiliser, mais je ne pourrais pas la déclarer de nouveau. Donc là, ici, il faut que je mette 5. On est rendu à 5. Donc, j'ai un tableau de 3 éléments. J'ai hello, one et tout. Autrement dit, là, je pourrais dire... Mettons... si vous me suivez, là, j'ai 3 variables ici. Il y en a un qui a hello dedans. L'autre, elle a 1. Puis l'autre, elle a 2. Je pourrais dire ça comme ça. Mais, si je la déclare dans un tableau comme ça, ce que ça veut dire, c'est que là, je vais me retrouver avec trois éléments de tableau qui vont contenir chacun des 3 mots qui est ici. Le chiffre là, entre crochets, là, on appelle ça un, excusez-moi, on appelle ça un index. Les index commencent toujours à 0. Donc, si j'en ai 3, j'ai 0, j'ai 1, j'ai 2. Donc, ici, ça, c'est l'équivalent de ça ici. C'est exactement la même chose. Donc, dans la variable, dans l'index 0 de la variable strid 5, je vais retrouver hello. Dans la variable strid 5, la même variable, mais l'index 1, je vais avoir 1, 1. Et dans l'index 2, je vais avoir tout. Parce que je l'ai déclaré comme ceci. Ça, c'est les tableaux. On ne verra pas trop les tableaux pour l'instant. Ça va faire partie, probablement, d'un cours subséquent. Donc, on a vu le byte, le sbyte, on a vu le car, on a vu le string, on vient de voir les tableaux. String car, la même chose. GUID, on ne le verra pas, GUID, ça, on va voir ça beaucoup plus tard dans les bases de données. On ne verra pas ça autrement dit tout de suite. Tableau de byte, booléen, booléen, on l'a vu tantôt, hein, vrai ou faux, hein, c'est vrai ou faux. Booléen peut être vrai ou faux. J'en ai un ici. J'en ai un ici. On l'a mentionné un petit peu plus haut. Ici, bool, c'est vrai ou faux. Hein? C'est une bit. Ensuite, byte, int size. Ouais, int size, là, c'est la même chose que le short. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Bon, pas utilisé. int32, là, c'est l'int qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est le short que tantôt je vous ai dit, là, hein, on ne l'utilise plus. Je suis pas mal sûr que c'est le short. Mais int16, oublie ça, on ne fonctionne plus en 8 bits, on ne fonctionne plus en 16 bits. Aujourd'hui, on fait du 64 bits et du 32 bits, c'est à peu près ça. Donc, le int32, même chose que int. Hein. Ensuite, int64,
Ah, on parle de Big INT. Vous voyez la différence? Nous, on avait du long. Puis là, en SQL, ben, ça s'appelle pas un long, ça s'appelle un Big INT. Il y a un format qu'on n'a pas vu, le format décimal. Ici, décimal. Décimal. DCM. Puis, on a ici, je pense que ça s'appelle currency. Ça se peut-tu? Currency? Non, comment il s'appelle? Je me souviens plus comment il s'appelle, le décimal. Avant, on avait currency qui était sensiblement pareil. Le format décimal, là, c'est le format pour l'argent. Ah, monnaie? Non, je pense pas que ce soit ça. Non, voyez, on a un SQL monnaie ici, mais c'est pas ça. Je me souviens plus du format de base. Bon, décimal. Décimal, c'est bon. Je vais le retrouver. Attendez un instant, je vais essayer de faire une petite recherche. Décimal. Non, je vois pas d'équivalent pour décimal. Parce qu'habituellement, on va utiliser soit le float ou le double, qui va être quand même beaucoup plus lent. Si ça vous tente, là. Belle lecture à faire ici. Qui parle justement de la problématique entre le double, le float et le décimal. Donc, le décimal, c'est de l'argent. Mettons 0,35 $. Ça, c'est du décimal. Oups, je vais juste mettre ça en commentaire pour pas que ça... Voilà. Par contre, dans une base de données, on va avoir soit small money ou on va avoir money. C'est les deux qu'on va principalement utiliser. Puis là, vous allez voir, mais qu'on soit rendu dans les bases de données, il y a des manières de les déclarer pour donner la précision. Hein, combien de chiffres après virgule qu'on veut. Tantôt, on a parlé du single. Où c'est j'ai vu ça? Ici, single. Single, l'équivalent, c'est réel. Pour ça, tantôt, je me suis mélangé. Vous voyez, j'ai tapé réel. J'ai dit, c'est-tu réel? J'étais plus sûr. Alors, ça, c'est le même type de variable, mais en SQL. Puis le double, c'est un float en SQL. Là, ça devient mélangeant. Hein? Parce qu'on a déjà, nous, un float ici. Vous voyez? Fait que là, ça devient mélangeant. Date time, ça, c'est une variable, c'est un type de variable qu'on va voir parce que ça, on est obligé de le voir. Faut pas que j'oublie celui-là. Date time. Okay. Premièrement, une date, c'est important de savoir que, puis j'ai pas d'équivalent à ma connaissance. Date time, ça n'existait pas. Avant, on avait date. On avait time. Existe ça encore, ça? Non, c'est pas dans... Donc, le date time, c'est un format qui peut contenir une date et une heure. Les deux ensemble. Avant, on avait date et time. Puis là, à cette heure, on a un nouveau format qu'on appelle date time. Date time, dans le fond, il y a des limites minimum hein, puis maximum. On va aller regarder ici. Sûrement quelqu'un qui le mentionne.
Je pense que des fois, Bing, là, des fois, ça donne ce que ça donne. Hein. Bon, là, je suis en Python, mais habituellement, ça ne change pas beaucoup d'un langage à l'autre, là. Datetime. Non. Mais je le trouve pas là. Mais sachez juste qu'il y a une date minimum qu'on peut mettre. Puis à ce temps, il y a un nouveau format dans la base de données qu'on appelle Datetime 2. Ça, c'est pour SQL. Ça n'existe pas ici en C#, là. Mais ça nous permet, entre autres, une plus grande versatilité là, du format Datetime. Autrefois, le Datetime, là, il ne faut pas le mélange. Je crois qu'on ne pouvait pas retourner plus loin que 1700 quelque chose. Puis le nouveau format Datetime, on peut retourner à l'année 0. Sous toute réserve. Ben regardez ici. Regarde, on va le faire, la fichier de fois. On va faire debug.writeLine. Là, dans le fond, j'ai fait un programme. J'ai créé une ligne supplémentaire, j'ai fait un programme. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la valeur minimale possible de datetime, je la mets dans dateID2, puis avec ça, je l'écris à l'écran. Mais pas à l'écran, mais ici en bas. On va le lancer pour le fun de notre programme, on va voir ce que ça donne. Là, il vient de compiler, j'ai un bouton, je pèse dessus, poux, puis là ici, vous voyez, ça c'est la date et l'heure minimale qu'on peut utiliser avec datetime. Donc, l'année 1, le 1er janvier de l'année 1 à minuit. C'est la plus bas que vous pouvez retourner en arrière avec datetime. Puis la valeur maximale est assez astronomique aussi. Max value. Regardez ça. Mettons qu'on ne sera plus là. Hein? On peut aller jusqu'à l'année 9999. D'ici là, pendant que la programmation va avoir changé puis qu'on va faire d'autres choses, si on existe encore sur la Terre à ce moment-là. Donc, vous voyez ici. Ça, c'est le format datetime. Donc, de l'année 1 à l'année 9999, 31 décembre, 23h59 secondes. Donc, ça, c'est mon max. Donc, ça, c'est ma valeur datetime. Je vais juste le marquer pour le fun. Ça, voilà. Puis le mine, on l'avait ici tantôt. Ah, il est effacé. Ah, il est effacé, mon mine. On va le réécrire. Ben, c'est 1, 1, 1, je pense. Ouais, c'est ça. C'est 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Voilà. C'est mon format datetime. Donc, c'est ce qu'on peut mettre dedans. On peut mettre des dates dans cette sorte de boîte-là. Plus loin, qu'est-ce qu'on avait? Datetime. Objet. Objet, on n'en parlera pas. Plus tard, on va les voir, les objets. Mais ça complète pas mal là, ce qu'on avait. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'au niveau des variables SQL, ben, ils ne portent pas le même nom. Il faut faire attention, hein, parce que comme ici, on a vu le INT64, hein, il s'appelle Big INT, puis on a vu aussi au niveau du single, il s'appelle real, puis le double, il s'appelle float. Alors qu'on a un float, le single aussi, c'est aussi un float en C#. Mais un float en SQL, c'est un double. Alors, c'est pas la même chose. Alors, il faut faire vraiment attention. Faut faire attention. Ici, on les a. Fait que ça, regardez, je vais copier ici. Puis, je vais vous le mettre. Oups, pas ça. C'est un beau tableau, ça. Ça, c'est un beau tableau. Oups. Une chance que je l'ai copié, hein. Voilà. On était là. Donc, on a fait le tour
pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, poing, 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 poing. Ah oui, gars. Ça, c'est une nouvelle patente qui est un peu chiant avec Visual Studio. Là. Ils ont fait une patch bien récemment, puis il faut faire attention quand on paye sur table, ça crée des choses des fois qu'on veut pas. Donc, voilà, c'est cela. Maintenant, on a passé les 3 premiers points. Hein. On a vu c'était quoi une variable. Hein. C'est un tiroir dans lequel on peut mettre des choses. On a vu les différents types de variables, hein, les principalement. Hein. Le byte, l'int, le long, etc., etc. On a vu les différences entre les variables pour la programmation et les variables pour les bases de données. En passant, pour la base de données, je ne l'ai pas vu dans la liste ici tantôt. Dans une base de données, là, tantôt, nous autres, on avait string. Hein? Dans une base de données, on parle de char pour un caractère, on parle de varchar, puis on parle de texte. Alors, c'est vraiment pas la même nomenclature. Par exemple, si je voudrais faire... on va mettre ça dans mes strings ici. Attends, je voudrais faire une... Attends, j'en ai une idée. Bon, ça, c'est un code postal. Mettons, je voudrais mettre un code postal dans une variable chaîne. Hein? Bien, un code postal, ça a un maximum 7 caractères. Hein? 3 lettres, 3 chiffres, puis un espace. Donc, là que je le déclarais en SQL, je le déclarais probablement comme ça. Ça serait en SQL. On oublie le SQL ici en avant, là, ça serait comme ça. Donc, en SQL, ça serait un nvarchar 7, ça serait 7, le maximum de caractères, et le nom de la variable et le contenu. Ça serait comme ça, je le déclarais en SQL. Fait qu'en SQL, c'est juste la nomenclature qui est différente. Le reste, c'est pas mal pareil. Mais il faut juste que vous sachiez qu'il y a effectivement une différence entre les deux. OK. Maintenant, on va mettre des données dans une variable. Ça, c'est ce qu'on a fait. Hein? Oups, ici. Donc, tantôt, c'est ce que j'ai fait. Hein? Dans la variable datetime, qui est une variable dateID2, qui est une variable de type datetime. Hein? On parle de type. Ben, j'avais mis une valeur dedans. Puis j'ai écrit cette valeur-là à l'écran, ici, dans ma fenêtre de sortie. Maintenant, on peut faire des opérations sur les variables. Si, par exemple, je prends ça, il ne voudrait pas comme ça. Dans certains langages, ça passe. Ici, ça passe pas. Dans le fond, je voulais rajouter une journée. Mais là, lui, j'imagine qu'en C#, il ne sait pas si je vais rajouter une seconde ou une journée. Donc, il ne prend pas. Dans le fond, il faudrait que je fasse... Voilà. Add day. Alors, si je fais ça, puis que je le réimprime, mais là, la première date, ça va être ma date minimum, puis je rajoute ici une journée à cette date-là. Hein? On prend ma variable, ma boîte, on dit ma boîte, ce qui a le contenu de ma boîte est égal à quoi? Est égal à mon contenu de ma boîte plus une journée. C'est un peu comme si je disais, mettons que dans ma boîte, mettons que j'ai une boîte ici, on va prendre une byte. Mettons que dans ma boîte, je mets 10. Bon, 4, ça existe là. Voilà, 5. Puis là, je dis 10 égale à 10 plus 1.
je peux faire ça. Pourquoi il veut pas? C'est une byte que je voulais prendre, là, pas une S-byte, mais pourquoi il veut pas ça? Ah! Ouais, ça c'est une particularité de C. Sharp. En fait, c'est que je dis byte, hein, on l'a défini comme une byte. Hein? Donc, mon ID 5, c'est une byte. Ça, c'est une byte. Ça, c'est pas une byte. Parce que en informatique, quand on écrit un nombre, par défaut, il est un entier. Donc, il faut que je fasse ce qu'on appelle un cast. Il faut que je dise que c'est une byte. Puis là, il est toujours pas content. Ok, j'ai oublié. Je fasse mon cast ici. Voilà, il l'a pris. J'ai fait parce que il va faire son opération mathématique, il va convertir le résultat dans une boîte entière, INT. Puis là, moi, je vais dire non, c'est vraiment, j'ai pas dépassé 255, fait que je veux vraiment que tu remettes tout ça dans une byte. Puis là, ça, on appelle ça un cast. Donc, c'est la même chose que si j'avais dit 10 égale à 10 plus 1. De même, ça n'a pas de sens. Mais c'est un peu comme je disais, mon 10, le contenu de mon 10, on le remplace byte 5. Donc, on remplace le contenu par la nouvelle valeur qui est 10 plus 1. Ça va donner 11. Donc, on va le faire afficher ça ici. Voilà, on va lancer ça pour le fun. Voilà. Ici, on a notre date minimum. On a fait plus un jour. Puis on le voit, le plus un jour ici. Hein? Voilà. Puis ici, après ça, on a pris notre 10 qui était dans byte. Puis on a rajouté 1 plus 1. On voit ici, ça donnait 11. Fait qu'on le fait afficher ici. Allez. Alors, en gros, c'est comme ça qu'on gère, qu'on met des données dans une variable, qu'on les utilise. C'est pas mal plus long que je pensais, mais on a fait quand même pas mal le tour des variables. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, la prochaine fois, on va voir des trucs pas mal plus intéressants sur les boucles. En fait, on le verra probablement pas parce que probablement que le professeur va avoir le temps de le voir. Moi, je vous invite à me poser des questions. Si vous avez des questions, si j'ai dit des choses qui vous induisent en erreur, n'oubliez pas que c'est toujours le prof qui a raison. Ça se peut que je me sois trompé. Là. Il y a des données là-dedans que ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Très, très longtemps, je dirais. Comme par exemple le float, le single. C'était pas clair pour moi dans ma tête là. C'est ça. Tantôt je vous ai montré un petit programme. C'est un petit programme que j'ai fait. Hein? Les conversions entre les bases. Donc une base 2, hein? Une base 10, 16, 32, 55. Ça c'est deux bases qui n'existent pas en passant. C'est moi qui les ai inventées. Puis là, si on est en base 10 puis qu'on dit par exemple 655, en base 10, ça s'écrit 655. Mais en base 8, ça s'écrirait 1217, puis en base 2, ça s'écrirait 101 000 1111. En base 16, ça s'écrirait 28F. Alors, je ne verrai pas les deux autres bases puisqu'on ne les verra pas en classe. Là. C'est quelque chose que j'ai inventé là, pour le fun. Puis qui est très utile dans certaines circonstances, comme par exemple dans un programme que je suis en train de faire. D'ailleurs, YouTube se sert d'une base, de l'équivalent d'une base 55. Quand vous allez sur YouTube, là, allez le voir ensemble.
Je vais me prendre une vidéo. Peut-être. Effectuer une recherche. Sérieux? J'ai un YouTube vide. J'ai pas rien. Un YouTube vide, pas de pub. OK? Musique de chambre. Voilà. Je vais mettre ça sur mute, par exemple. Si vous prenez votre vidéo, cliquez droit dessus, puis faites copier l'URL de la vidéo. Là, si vous le faites apparaître, vous n'aurez pas la même adresse. Vous voyez, tantôt, j'étais à... attendez, on va y retourner. Vous voyez, j'ai un youtube.com/watch, plein d'affaires. Puis avec ma nouvelle variable, j'ai un youtube.be. Ensuite, j'ai Pooks. Vous voyez, j'ai des majuscules, des minuscules, j'ai des lettres, j'ai des chiffres. Ça c'est quelque chose d'autre. Fait que juste ça ici, je crois que ça m'emmène à la bonne place. Voilà. Fait qu'au lieu d'avoir la longue adresse que j'avais tantôt, d'ailleurs que je vais aller rechercher juste pour vous montrer la différence. Voilà, cette longue adresse-là, faudrait que je garde tout ça ici. On va les mettre dans Visual Studio, voir. Puis là, ici, j'ai ça ici. Non, c'est pas ça. Copier l'URL de la vidéo. Ici. Ça, c'est la même chose que ça. Vous voyez, la deuxième est pas mal plus courte. Ben, c'est sûr que le www, là, on s'entend qu'on peut l'enlever. On ne sera plus de ça aujourd'hui. Mais là, au lieu d'avoir youtube.com, mais on enlève le .com, on coupe à .be. .be, c'est le nom d'un pays. En passant, c'est comme... je ne suis pas sûr c'est lequel. Mais c'est ingénieux là, que YouTube ait pris ce nom de domaine-là. Puis là, au lieu de watch, point d'interrogation, on commence tout de suite avec le code ici, qui est à la fin ici. Fait que ça raccourcit considérablement l'adresse YouTube. Mais ça ici, ce code-là, là, ça c'est une base, je crois que c'est une base équivalent à ce que moi j'ai créé. Un équivalent d'une base 55. On utilise des lettres en majuscules, des lettres en minuscules. On utilise des chiffres. C'est l'équivalent de ce que j'ai créé là. Vous voyez, tantôt, on l'a vu un petit peu. Binaire, base. Les bases. Ça, c'est intéressant. On va zioter ça juste rapidement. Là. Je vais mettre... base 8, on n'utilise plus ça aujourd'hui. C'est dans le temps qu'on était en 8 bits. Donc en 8 bits, on avait des caractères de 0 à 7. Ça, la base 8, c'était une révolution parce qu'au départ, on avait une base 2. Les premiers ordinateurs étaient en 8 bits. Donc, on n'avait pas le choix. C'était 8 ou rien. Là. Puis dans 8, étonnamment, on peut mettre beaucoup de données là-dedans. Là. En fait, on peut mettre jusqu'à 255 caractères dans 8 bits. Alors, la base 8, c'est 256 en passant. La base 8, non, c'est 255. Un mélange. Donc, oui, c'est ça. 256. Si je calcule le 0, ça donne 256. OK? Voilà. Donc, d'ailleurs, la base 8, là, le chiffre maximum, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Ça, c'est le chiffre maximum. Si je reprends mon programme de tout à l'heure, puis je mets ça en base 2, ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? On a une valeur maximum possible de 255. Donc, c'est une base 255, mais il y a 256
valeur si on inclut le 0. Parce qu'on peut calculer de 0 à 255. Ça donnerait 255. Puis si je ferais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ben ça, c'est la valeur 1. Puis là, si je fais 0, ben là, j'ai 0. Vous voyez, il y a vraiment 256 valeurs possibles. Donc, ça, c'était pour la base 8 qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ensuite de ça, ben, il y a la fameuse base 10 qu'on utilise en mathématiques là, depuis que vous êtes en maternelle, ou à peu près, où est-ce qu'on a 10 valeurs possibles. 0 à 9, ça donne 10 valeurs possibles. Ensuite, il y a la fameuse base 16. La base 16, les caractères, ben, c'est la même chose que la base 10, mais on rajoute les caractères A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Donc ça donne une base 16. C'est quoi la base 32 que j'ai inventée? La base 32 que j'ai inventée, bon, là, il y en a plus que 32. La raison pour ça, c'est pourquoi il y en a 32 dans ma base à moi, c'est parce qu'il y en a certains que j'ai enlevés. Je crois que j'ai enlevé le haut. Le haut, c'est sûr que je l'ai enlevé. Pour ne pas le confondre avec le 0. Je crois que j'ai enlevé le I. Pour ne pas le confondre avec le 1. Puis ça, si je calcule, on est rendu à combien? J'espère qu'il n'y a rien de confidentiel qui va apparaître. OK. Ah, faut que je baisse ça, là. Pour l'emmener ici. Ah, il veut pas. Pourquoi? Bon, il veut pas. Il est étonnant, lui. OK. On a exactement, on est rendu à 34. Fait qu'il y en a deux autres que j'ai enlevés. Fait que dans ma base 32, il y en a deux autres que j'ai enlevés. Quelque chose qui pourrait être confondant. Ah, le S. J'ai sûrement enlevé le S parce qu'il ressemble à un 5. Oh, c'était quoi ça? C'était quoi ça? J'ai reçu quoi? Ça, il s'est passé quelque chose dans le stream. Bon, j'ai reçu de l'argent, je sais pas trop. Je sais pas ce qui s'est passé. OK. Donc. Ça, je n'ai plus besoin. Poings, ça, je n'ai pas besoin. Poing. Voilà, ça c'est notre programme qu'on va mettre sur pause. Donc il m'en manque encore un qu'il faudrait que j'enlève. Le B. J'ai enlevé le B. Parce que le B, il ressemble à un 8. Voilà. Alors ça, maintenant, on a 32 bits. Alors ça, c'est ma base 32. Puis ma base 55... Ben, la base 55, c'est un peu la même chose. Sauf que là, j'ai rajouté encore ABC, j'ai fait comme YouTube, là. Vous voyez le principe? Bon, puis là, encore là, j'en ai enlevé. J'ai enlevé quelques-uns qui pourraient être mélangeants. Hein? C'est-tu un 0, c'est-tu un O, c'est-tu un I, c'est-tu un L? Si le L, ça ressemble, hein? Regardez, là, si je pogne le L ici, que je pogne le 1 ici, ça ressemble, là. Dépendant de la grosseur de caractère, ça se peut qu'on les distingue pas bien. Fait que j'ai enlevé des caractères comme ça pour faire en sorte qu'on a, en bout de ligne, on finit avec 55 bits. Bon, mais ces deux formats-là, c'est pas des formats officiels, là. On s'entend que... non officiel. Je vais aller vous chercher les définitions. Je l'ai ici, les définitions exactes, là. Juste pour être sûr que je vous donne les vraies informations. Je vais aller dans la classe que j'ai développée. Je vais aller chercher. Alors, on a ça ici. Voilà.
ça ici. Puis, j'ai rajouté ça ici. Voilà. Fait que ça, on va le vérifier, là, mais il est supposé d'avoir 55 bits. C'est exact. Puis ça, il est supposé d'avoir 32 bits. C'est exact aussi. Voilà. Fait que ça, c'est les deux formats que j'ai inventés. Mais sinon, en classe, on va voir la base 8. Peut-être qu'on ne la verra pas en classe, mais c'est sûr qu'on va voir la base 2, la base 10 puis la base 16. C'est sûr, sûr. Il n'y a pas de doute là-dedans. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va finir ça dans 2 minutes, là. On va avoir fait 1h30. Donc, il y a 2 points qu'on n'a pas vus, les boucles puis les conditions. Puis c'est pas de la grosse matière, là. Les boucles, les conditions, là. Si vous avez compris les variables, je vous dirais que c'est la grosse base, là. Après ça, les boucles, les conditions, là, ça va assez vite, là. C'est assez facile, là. Je vais mettre ça sur GitHub, je pense. Je mets ça sur GitHub. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Dans le fond, c'est une bonne pratique. Moi, c'est le même que j'ai appris. Hein. Je lisais des livres. Ils nous disaient quoi écrire, puis je le tapais. Puis quand c'était tout tapé, on faisait run, puis là, ça nous disait erreur ligne 2. Là, tu regardais ta ligne 2, puis tu avais oublié un espace. Fait que tu rajoutais un espace. Après ça, tu faisais run, puis là, ça disait erreur ligne 2. Là, tu regardais, puis tu avais oublié un point-virgule. Là, tu faisais run, puis là, ça disait erreur ligne 4. Puis là, tu continuais comme ça jusqu'à la ligne 150, tu corrigeais toutes tes erreurs, puis à la fin, le programme partait. Mais comme il y avait des boucles puis des conditions, bien, des fois, en plein milieu du jeu, le jeu s'arrêtait, il plantait, puis là, il disait erreur ligne 55. Parce que pour faire run, t'avais pas besoin à l'époque d'enlever toutes tes erreurs. Tu avais juste besoin d'enlever les erreurs pour faire qui empêchaient le programme de démarrer. Alors qu'aujourd'hui, dans le C, c'est un peu différent. Le C#, s'il y a une erreur, il ne compilera pas. Il ne pourrait pas démarrer. Mettons que j'enlève un M à décimale, puis je fais ça comme ça. Vous voyez, il tombe en rouge. J'essaie de partir le programme, là. Mais le valeur, il va me dire impossible de continuer. On ne peut pas compiler. Voulez-vous partir la dernière version que vous avez réussi? Ben non, je ne veux pas faire ça. Je veux qu'ils prennent en compte les... Ça, il ne devrait jamais dire ça, de toute façon. C'est ridicule un peu. Donc, c'est ça. Décimale, là. Voilà. Puis là, ben, si je compile, il devrait compiler. Il va m'enlever toutes mes erreurs qui citent. Ou pas. Faut que je les efface. Ah, ça, c'est pas des erreurs, c'est des warnings. Il m'informe que j'utilise des variables, mais je les initialise, mais je les utilise jamais par la suite. Donc là, il trouve ça un peu étrange que dans un programme, j'ai des variables qui ne servent pas. Hein, sont initialisées. J'ai mis de quoi dans la boîte, mais jamais je vais rouvrir le tiroir. Fait que lui, il trouve ça étrange, fait qu'il m'avertit que c'est peut-être une erreur de ma part. Voilà. Fait que si je prends le programme, ben, c'est pas un gros programme, hein, ça fait 3 affaires. Ça met une date, ça l'ajoute une journée à la date, ça l'imprime, ça rajoute 1 à 1 byte, ça l'imprime. Ce qu'on aurait pu faire, qui aurait été intéressant, ça aurait été d'imprimer une donnée de type décimal. Ça c'est quand même intéressant à faire ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça. Je vais cacher ça. En passant, ça, c'est pour mettre des commentaires. Puis ici, je vais imprimer cette valeur-là, qui est celle-là. Puis là, regardez que ça donne. J'ai mis... j'ai rien mis. J'ai mis 0. Si je mets 35 cents, je pense que une virgule. Pourquoi il veut pas? Ah ouais. Faut que je mette... let's sit, là. Faut que je mette de quoi ici, je me souviens pas quoi. F. C'est pas F. F, ça serait un float. Si je ferais ça comme ça, ça marcherait. Voilà. Mais moi, c'est pas ça. Je veux un décimal. Faut que je mette quoi? Un 2. C'est pas un 2.
Je vais aller chercher, puis ça fait trop longtemps, là. Ça fait trop longtemps. Edge. C#. How to initialize decimal. Float double, unité longue, décimale. M. Faut que je mette un M. Celle-là, je ne serais pas souvenu de celle-là. Je vais mettre un M. M pour décimal. Voilà. J'ai marqué 0.35. M, c'est pour dire que c'est un décimal. On va rouler ça. Je pèse sur le bouton. Vous voyez, il est marqué 0,35. Vous voyez ici, il met une virgule au lieu d'un point. Puis ça, c'est intéressant parce que si vous réutilisez la variable de ce qui est écrit, bien, ça ne marchera plus. Si j'essaie de mettre 0,35 dans un décimal, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'au Canada, ici, on utilise le point. Si je fais ça comme ça, là, il va m'indiquer sans erreur. Il faut vraiment que je mette un point. Alors, si, quand je l'affiche, ben là, je pourrais dire quelque chose comme... je ne sais pas si ça marcherait. On va essayer. Ah, vous voyez, il a oublié de marquer le 0. Mais il n'a pas oublié, en fond, ça ici. Ça veut dire qu'il ne marque pas. Puis ici, je fais ça comme ça. Vous voyez, 0,65. Mais il met toujours la virgule au lieu du point. Parce que ça, c'est une configuration de Windows. Il faudrait que j'aille ici dans heure et langue. Attendez, région. Modifier le format de données. Ça, c'est dans les langues. C'est pas exactement là. Modifier le format de données. Paramètres supplémentaires. Vous voyez ici, j'ai... et où la virgule? Séparateur de liste. Symbole monétaire. Vous voyez ici, j'ai une virgule. Alors, regarde bien ça. Je vais mettre un point, puis faites jamais ça. Là. Je vous le dis tout de suite, vous allez avoir plein de problèmes en programmation si vous faites ça. Faites jamais ça. Là, j'ai mis un point. Regardez si je repars le programme. Je ne sais pas s'il va le voir tout de suite. Non, attendez. On va juste éteindre le programme. On va la repartir. On va aller chercher programmation 101. On va repartir le programme. Je vais peser dessus. Il y a quelque chose qui n'a pas marché là. C'est parce que j'ai une autre fenêtre ouverte. Attendez un instant. Symbole décimal. Point. J'ai mis point pourtant. Wow. Ah, ça c'est le symbole monétaire. Nombre. Groupement, symbole des chiffres négatifs, format des chiens, affichage, séparateur de liste, système d'ouverture métrique. Ah, ici, symbole dessinaire. Point. Faites jamais ça. Je vous le dis, vous allez avoir des problèmes. Genre de problème que vous pourriez avoir si vous faites ça. Vous faites un programme, vous l'envoyez en Inde parce que autres, vous avez fait un logiciel de gestion d'inventaire avec qui calcule l'argent puis tout ça. Vous envoyez ça en Inde, ils perdent votre programme, ça plante. Ça plante parce que c'est pas compatible, puis là-bas, ils utilisent une virgule au lieu d'un point, puis pour une raison X, ça plante. Regardez, vous voyez là, ici, il me met un point au lieu d'une virgule. Ça, c'est vraiment un setting de Windows. Ça va comme ça. En fait, je vais faire réinitialiser juste pour être sûr que j'ai rien changé. Puis symbole monétaire, je vais faire réinitialiser aussi. Juste pour être sûr qu'il me remet le tout comme c'était. Si je le repars, il me remet ma virgule.
Alors, vous voyez, ça, c'est important. Au Québec, Canada, on utilise la virgule. Il y a un moyen d'aller chercher ce qu'on appelle la ressource locale pour savoir si c'est un point ou une virgule. Ça, il y a des moyens de faire ça. Mais changez-les pas par Windows. Parce que si vous le changez dans Windows, vous faites votre programme marche bien chez vous, puis vous envoyez ça à quelqu'un d'autre, puis là, quelqu'un d'autre, lui, il n'a pas fait la modification dans Windows que vous avez faite, puis là, votre programme, il ne marche plus, lui. Il ne marche plus parce qu'il s'attend à recevoir un point, puis il y a une virgule. Puis lui, ben, il n'a pas fait la modification dans son Windows. Vous ne pouvez pas exiger de vos usagers que pour faire marcher votre programme, ils doivent faire des manipulations au niveau de Windows. Hein? Un programme, ça se doit d'être le plus standard possible. Donc, s'il marche chez vous, il faut qu'il marche aussi ailleurs. Parce que sinon, les bugs, là, c'est très difficile à trouver. Pourquoi il ne marche pas chez mon voisin puis ça marche chez nous? Bien, si vous avez fait des modifications à Windows, ça peut être la cause. Donc, on s'arrête ici. On a dépassé un petit peu notre temps pour ce soir. On s'arrête ici. Si vous avez trouvé ça intéressant, ben, même si vous le êtes en rediffusion parce que vous n'étiez pas là ce soir, ce qui va être pas mal le cas de tout le monde qui va voir le stream parce qu'il n'y avait pas personne qui s'est joint à nous. Mais c'est pas grave. Eh bien, lâchez-moi un buzz. Dites-moi ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que je peux améliorer. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir discuter à nouveau de programmation. Si vous voulez le projet, ben je pourrais le mettre dans GitHub. Je vais le mettre dans GitHub. Puis ouais, je vais le mettre dans GitHub. Puis je vous donnerai le lien YouTube là, pour l'enregistrement. Bonne fin de journée à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Amusez-vous bien. Et puis on se revoit dans notre cours de programmation. Au revoir.